En juin 2024, une amie m'a demandé de lui conseiller des livres concernant 3 domaines: le système de santé, l'économie et le féminisme. Ça va faire déjà plusieurs mois qu'elle n'a pas de réponse et je suis désolée si tu passes par là. Mais je vais y remédier et du coup vous présenter 9 livres. Je vais commencer par le système de santé, avec premièrement un livre qui a été écrit par une philosophe des sciences, Juliette Ferry-Danini. Ce livre s'appelle Pilule rose de l'ignorance en médecine. C'est un livre qui va concerner un médicament spécifiquement, qui est le spasfon, qu'on appelle aussi fluoroglucinol. C'est un médicament qui est énormément commercialisé en France, qui est prescrit à hauteur de 25 millions de boîtes par an, donc c'est vraiment énorme. C'est aussi un médicament qui fait un peu office d'exception à la française, puisqu'il n'est pas du tout commercialisé aux États-Unis ou en Angleterre par exemple. Et une des problématiques de ce traitement, c'est qu'il a plusieurs indications, notamment sur les douleurs menstruelles. Et c'est un médicament qui a pour ces indications pas mal de failles au niveau scientifique, puisque ces essais en fait ont débuté dans les années 60 et on s'est aperçu qu'en fait il y avait pas mal de biais concernant ces tests cliniques, que les patients étaient sélectionnés en fonction du résultat à l'issue des tests. Donc il y avait un biais de sélection, qu'il y avait des patients pour lesquels on provoquait des douleurs pour pouvoir ensuite tester l'efficacité du traitement. Donc il y avait aussi cet aspect éthique, médical, qui était aussi pas mal discuté. Et donc ce médicament continue à être prescrit en grand nombre, notamment par pas mal de médecins, et dont certains médecins qui savent qu'il n'a pas d'efficacité démontrée, notamment sur les douleurs menstruelles. Et pourtant, certains médecins continuent à le prescrire, notamment en pensant que cela pourrait tout de même avoir quelques effets, notamment placebo. Ce qu'on oublie en prescrivant ces médicaments, en s'attendant à des effets placebo, c'est qu'il y a aussi des effets nocebo. Certains peuvent ressentir des effets secondaires indésirables. Ce sont aussi des médicaments qui peuvent cacher, masquer la souffrance liée à des douleurs d'origine inconnue, donc retarder des diagnostics. Et au-delà de ça, il y a aussi des questions éthiques de est-ce qu'on peut prescrire un médicament dont on sait qu'il n'aura aucune efficacité puisque ça n'a pas été démontré cliniquement, mais est-ce qu'on peut le prescrire comme ça à un patient en cachant en fait cette vérité? Donc il y a vraiment une question éthique concernant le spasfon, et je pense que c'est une question qui est assez cruciale, notamment sur les douleurs féminines, puisque ce sont souvent chez les femmes qu'on va discréditer certaines douleurs, chez qui on va dire bon c'est pas grave, on va leur donner du spasfon. Et d'ailleurs l'autrice s'attarde sur un des mythes qui est assez aussi ancré en médecine, c'est le mythe des spasmes. C'est-à-dire que les douleurs menstruelles seraient liées à des spasmes incontrôlables et que pour pouvoir soigner ces spasmes, il faudrait un antispasmodique. Donc le spasfon est techniquement un antispasmodique et donc pourrait calmer ces spasmes. Or, il faut savoir que le spasfon a été testé sur 10 femmes concernant les douleurs menstruelles. Et donc 10 femmes, c'est pas du tout assez pour démontrer une efficacité clinique. Je trouve que ce livre est vraiment important à lire. Et un aussi des points majeurs que souligne ce livre, c'est le biais cognitif lorsqu'on va évaluer l'efficacité d'un traitement. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne introduction à l'esprit critique, au monde médical en fait. Si on n'est pas du tout conscient des mécanismes qui sous-tendent la commercialisation d'un traitement, je trouve que c'est une très bonne introduction dans ce domaine. Le deuxième livre dont je voudrais vous parler et qui reste dans le domaine de la santé, c'est Le mythe du trou de la Sécu de Jean Duval, aux éditions Raison d'agir. Je vous parle de l'édition parce que c'est une édition indépendante et que je pense que c'est très important de soutenir l'indépendance des maisons d'édition. C'est un petit essai qui se lit assez vite et qui pose la question fondamentale qui est le sous-financement de la sécurité sociale. Il faut savoir qu'on vit une période où on parle beaucoup de dette publique, de pertes financières dans le domaine public, alors qu'en fait,
c'est juste qu'il y a un sous-financement du système public et notamment de la sécurité sociale. Mais on vit aussi une période où les politiques actuelles vont prôner l'austérité, vont dire qu'il faut tout de même gérer les dépenses, qu'il faut pouvoir être raisonnable, alors qu'en fait, je pense que si on avait mieux anticipé la hausse des demandes et notamment le fait que la population vieillisse, mais qu'elle a aussi besoin de plus en plus de soins spécifiques, je pense qu'en anticipant tout cela, on peut aussi pouvoir prévoir une augmentation du budget et ne pas rester dans une politique d'austérité où on veut diminuer la dette publique alors que, au final, il faut qu'on se remémore pourquoi la sécurité sociale a été créée. Elle sert notamment à pouvoir donner un accès universel et plus profitable en fait à toute la population. Je pense que le fait de vouloir prendre en compte la sécurité sociale comme une entreprise privée avec des dépenses, des recettes, c'est néolibéral comme une vision, on va dire. Et j'aimerais pas que la sécurité sociale finisse par dépérir pour qu'ensuite les mutuelles prennent en fait une place de plus en plus importante. Et on voit en ce moment avec le fait qu'on veuille augmenter le ticket modérateur. Donc le ticket modérateur, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une partie de la prise en charge en fait du prix par exemple d'une consultation. Donc dans une consultation, il y a l'assurance maladie qui va prendre une charge ce que vous allez payer. Il y a aussi tout ce qui est franchise médicale, participation forfaitaire, où là, ça va être vous qui allez payer. Et ensuite, il y a aussi le ticket modérateur. Donc, le ticket modérateur, c'est le reste à payer qui peut être pris en charge par la mutuelle. Et donc, ce ticket modérateur tend à augmenter, notamment avec les politiques actuelles, où on ne veut pas que l'assurance maladie prenne en charge certains coûts. On va du coup augmenter le ticket modérateur. Mais du coup, ça va faire que les mutuelles vont avoir une part plus importante dans nos dépenses et cela va se faire au détriment des populations les plus précaires. Et je trouve que cela est vraiment dommage pour en fait un but aussi noble qu'était la sécurité sociale au départ. Voilà, donc un essai extrêmement intéressant. J'aimerais vous parler d'un troisième livre qui est un peu à l'intersection de la santé et du féminisme, puisque c'est le Journal du cancer d'Audre Lorde. Audre Lorde est une féministe afro-américaine, lesbienne, qui est décédée en 1992. Elle a écrit ce Journal du cancer pour pouvoir mettre en avant sa lutte contre le cancer du sein. Ce livre, je l'ai découvert en cours d'éthique médicale, et ça a été une découverte qui a été extrêmement enrichissante, puisqu'on a étudié un extrait de son texte qui parlait du poids du silence et du fait de devoir parler d'une chose aussi intime qui est un cancer et de comment on peut le vivre. Il faut savoir qu'elle a eu une mastectomie et qu'elle a refusé la pose de prothèse mammaire. Elle a subi le regard assez désapprobateur de certaines femmes vis-à-vis de cette action. Et donc, elle souligne aussi le poids des stéréotypes concernant les femmes, de l'importance de faire des dépistages et de connaître la maladie pour pouvoir être proactive dans les soins et dans les traitements. Je trouve que c'est un essai qui est hyper intéressant si on veut connaître le parcours de soins d'une femme qui subit un cancer. Et de lire ça sous l'œil d'une féministe, c'est vraiment un pur régal. Maintenant, on va passer à la partie concernant l'économie. J'aimerais du coup présenter un livre qui m'a été offert. C'est Quand la charité se fout de l'hôpital, enquête sur les perversions de la philanthropie. C'est un livre qui a été écrit par un journaliste, Vincent Hédin, qui a été édité par une maison d'édition indépendante. C'est un livre extrêmement intéressant puisque on pense souvent à la philanthropie comme un geste salvateur des plus riches, alors qu'en fait, la philanthropie cache une tare dans nos sociétés capitalistes, qui est que on impose très peu aux personnes ultra riches et qu'il y a des inégalités de plus en plus creusantes qui permettent justement à la philanthropie de se perpétuer, alors que ça serait l'État qui devrait pourvoir l'argent pour nos services publics et pas les plus riches. C'est extrêmement enrichissant parce que ça montre comment la philanthropie, c'est aussi une sorte de distinction sociale des plus riches pour pouvoir
pour pouvoir se créer une image, pour pouvoir se créer du réseau aussi. La philanthropie devient presque une sorte de business où on va convertir son argent en image publique. Et cela est assez fascinant à lire. Le prochain livre que j'aimerais vous présenter, c'est Offshore, qui a été écrit par un ancien juriste, spécialiste dans les affaires politico-financières. Et c'est un livre qui parle d'évasion et de fraude fiscale. Alors, il y a 2 points majeurs qui sont soulevés dans ce livre. C'est tout d'abord que l'argent qui va aller dans des paradis fiscaux, en fait, on n'en connaît pas vraiment l'origine. Derrière l'origine de l'argent, il y a une telle opacité. Cela va faciliter, en fait, l'arrivée d'argent dans des paradis fiscaux. Et donc, cette origine obscure de l'argent, ça peut être de l'argent sale qui va pouvoir venir de trafics divers et variés. Mais aussi, et ça c'est important, c'est que l'auteur va montrer que plein de dictateurs vont spolier l'argent de la population, donc de l'État, pour pouvoir les cacher dans des paradis fiscaux et pouvoir assurer leurs arrières. Et cela pose vraiment problème, notamment dans des pays qui sont en sous-développement, qui dépendent de richesses notamment pétrolières et pour lesquelles l'argent disparaît et tout d'un coup parce qu'un dictateur l'a voulu. Voilà. Et deuxième problème face à cette évasion, à cette fraude fiscale, c'est que l'argent qui part, qui se volatilise, ne peut pas être soumis à l'imposition. Donc ça va découler d'une certaine manière dans un sous-financement des services publics. Et cela va creuser des inégalités de plus en plus importantes entre les riches et les pauvres. Voilà. J'ai trouvé ça un essai vraiment enrichissant et une des solutions qui a été proposée aussi par l'auteur, c'était un décloisonnement des frontières entre les juristes qui s'occupent de ces affaires politico-financières, mais aussi entre juristes et système bancaire. Et là où le problème se pose, c'est que le système bancaire va plutôt prôner un libre-échange, secret bancaire, mais en fait, ce système-là va plutôt protéger les plus puissants et ceux qui vont pouvoir se servir de montage financier pour pouvoir payer le moins d'impôts possible et pour pouvoir se décharger de certaines de leurs responsabilités. Et ça, c'est un des plus gros problèmes du système financier actuel. Dernier livre concernant l'économie que je voudrais vous présenter, c'est Le mythe de l'entrepreneur d'Anthony Galuzzo. Dans cet essai, en fait, on va s'intéresser à la figure de l'entrepreneur, qui est un peu l'auteur dit c'est un être auto-institué, qui est un peu ce petit génie sorti de nulle part, et qui va révolutionner un domaine. Le livre s'attarde sur Steve Jobs avec la création d'Apple, et il va montrer que Apple n'a pas en fait créé le premier ordinateur. Ça a été une autre entreprise, je crois, qui s'appelle Xenon, qui a en fait créé le premier ordinateur, mais devant l'échec commercial, Apple a un peu récupéré certaines de ces technologies pour pouvoir créer son ordinateur et le propulser au devant de la scène, on va dire. Apple a aussi pris certains ingénieurs d'autres entreprises pour pouvoir les mobiliser pour ces technologies. Donc on voit vraiment que voilà, Steve Jobs n'est pas ce créateur sorti de nulle part qui est survenu avec des idées révolutionnaires, parce que derrière ce mythe de l'entrepreneur se cache déjà une entreprise et que derrière l'entreprise se cachent des salariés. Donc il y a tout un processus d'invisibilisation qui se crée. Une autre invisibilisation qui se fait, c'est à l'égard des ouvriers, notamment chinois, et de la sous-traitance avec la société Foxconn. C'est une société du coup en Chine qui emploie des ouvriers qui sont mal payés, on va pas se le cacher, qui sont concentrés dans des sortes de camps de travail. Il faut savoir que Foxconn emploie aussi des étudiants chinois, que certains étudiants sont obligés dans leur cursus scolaire de faire des stages et que 15% des employés de Foxconn sont des étudiants qui sont obligés de travailler pour une misère. Il faut savoir aussi que dans le prix que vous payez pour un iPhone, il y a environ 50% du coût total qui va aller à Apple, à la société mère, et qu'il y a 1,8% du prix du téléphone qui va aller dans les coûts de production. Donc il y a vraiment un grand écart qui est créé entre la sous-traitance et la société Apple
en ce qui concerne du coup le gain d'argent qui se fait derrière l'iPhone et aussi les autres produits Apple. J'ai trouvé que c'était un super essai en ce qui concerne l'entrepreneuriat, des mythes qui sous-tendent aussi ces figures d'entrepreneurs. Et l'essai vraiment nous enjoint à ne pas oublier que derrière tout entrepreneur se cache un patron qui détient ses moyens de production. Voilà. On va passer à la dernière partie qui concerne le combat des femmes et donc le féminisme. Dans cette partie, j'aimerais vous présenter 2 autobiographies. La première a été écrite par Madeleine Pelletier et se nomme « Mémoire d'une féministe intégrale ». Madeleine Pelletier, ça a été la première femme psychiatre en France. Elle est née au milieu, voire dans la deuxième partie du 19e siècle. Et il faut savoir qu'elle a été empêchée de passer son concours de médecine la première fois, parce qu'à cette époque, les femmes ne pouvaient pas passer le concours de médecine si elles n'avaient pas le droit de vote. Et à cette époque-là, les femmes n'avaient absolument pas le droit de voter. Donc c'était une loi pour ne pas avoir de femmes médecins. Mais bon, elle a eu son concours. Et il faut savoir que Madeleine Pelletier vient d'une famille assez pauvre. Sa mère était très pieuse, était aussi contre les idées socialistes de son époque, tout le contraire de Madeleine Pelletier qui était très féministe à son plus jeune âge. À 15 ans, il faut savoir qu'elle a voulu créer une association de féministes anarchistes, donc c'était pour vous dire à quel point elle était déjà baignée dans ses idées révolutionnaires et féministes. Elle a aussi côtoyé la franc-maçonnerie, elle a aussi eu pas mal d'implications dans le domaine politique. Madeleine Pelletier, elle n'a pas eu une vie facile en tant que médecin, gagnait pas beaucoup d'argent. C'était aussi une femme qui était assez recluse sur elle-même, puisque pour elle, l'intelligence faisait partie des valeurs les plus respectables. Et sa liberté devait à tout prix être conservée, à tel point qu'elle est restée célibataire toute sa vie, et être libre de ses faits et gestes. Et c'était vraiment une féministe qui était à part entière, qui savait qu'elle était née beaucoup trop tôt pour ses idées. Et une des anecdotes que j'aime bien par rapport à Madeleine Pelletier, c'est que la nuit, elle se déplaçait avec une arme à feu dans sa poche parce qu'elle voulait être sûre de pouvoir se protéger en cas d'agression. Donc c'était pour vous dire à quel point elle était badass. Donc ses mémoires, je trouve, sont extrêmement plaisants à lire. Elle a une certaine verve et une certaine ironie dans tout ce qu'elle dit. Elle n'hésite pas à pointer du doigt les femmes qui sont soumises aux hommes, et à aussi critiquer les hommes qui lui ont empêché de poursuivre une éducation en tant que femme. Donc voilà, c'est une femme tout à fait remarquable à bien des égards, et j'espère que vous allez la lire. La deuxième autobiographie dont j'aimerais vous parler, c'est celle de Rosa Parks, afro-américaine qui a subi la ségrégation raciale. Il y a son autobiographie qui est sortie aux éditions Libertalia, le nom de Mon histoire, vie de lutte contre la ségrégation raciale. C'est un essai qui est extrêmement important parce que, pareil, Rosa Parks, elle a vécu une enfance qui est assez difficile, elle a subi des violences des enfants blancs lorsqu'elle allait à l'école, par exemple. On lui lançait des cailloux, et même adulte, elle a subi la ségrégation, notamment raciale, dans les bus. Et c'est à ce moment-là aussi qu'elle a décidé de s'asseoir sur une place qui est attribuée aux personnes blanches. Et c'est de là aussi que découle tout le boycott des bus. Et on voit vraiment toute une vie de militantisme absolument époustouflante. Et vraiment, je conseille ce livre si vous voulez avoir un récit assez intimiste et politique d'une femme afro-américaine. Et le dernier livre dont je voudrais vous parler, qui concerne, pareil, le féminisme, c'est Les femmes sont aussi du voyage de Lucie Azéma. C'est un essai qui concerne toute la littérature de voyage. Il faut savoir qu'il y a une époque où j'étais absolument à fond dans la littérature de voyage. J'ai découvert ça grâce à Alexandra David Néel, qui est une Française qui a beaucoup voyagé en Asie et qui s'est beaucoup intéressée au bouddhisme. Et donc voilà, c'est une littérature qui m'a longtemps fascinée, mais
Comme le dit l'autrice dans son livre, c'est aussi une littérature qui est pas mal engagée dans une vision très masculiniste du voyage, dans une vision aussi très coloniale. Du coup, l'autrice s'intéresse à cette littérature, mais d'un point de vue féminin. Elle montre comment les femmes ont été empêchées de voyager, notamment financièrement. Les femmes ont aussi été empêchées de voyager parce que on les façonnait pour qu'elles restent dans des foyers, pour qu'elles s'occupent des enfants. Et à une certaine époque, une femme qui décidait de délaisser son foyer, ses enfants pour voyager, était très mal vue, alors que les hommes qui partaient voyager étaient en fait vus comme des héros. Elles étaient tout de même empêchées, socialement parlant, de voyager. Donc en somme, c'est vraiment un livre très intéressant que je conseille pour les femmes qui aiment voyager et qui aiment aussi s'intéresser à la littérature de voyage, puisque l'autrice a cité plein de femmes qui ont entrepris des voyages et qui ont documenté leur expédition. Donc voilà, ça fait 9 livres de présentés. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Et puis j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Salut!